Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour ce forum dont on va changer l'intitulé tout de suite sur les slides pour que vous soyez rassurés d'être dans la bonne salle. L'éducation artistique et culturelle, une ambition à accompagner. Nous allons plonger dans un monde protéiforme, dense, foisonnant, de plein de choses. Et pour en parler avec nous, nous avons toute une brochette d'intervenants qui pourront nous donner leurs expériences. Chacun étant peut-être convaincu de la nécessité de s'initier à l'art et à la culture, de déployer nombre d'actions en lien avec des acteurs, des dispositifs. Et je vous propose de cibler un petit peu ce forum sur le public des enfants scolarisés et de la jeunesse, même si l'éducation artistique et culturelle concerne aussi bien les tout-petits qu'ensuite les adultes. On a choisi un peu de cerner un peu plus la problématique, mais n'hésitez pas quand même à nous faire part aussi de vos autres réflexions sur un public plus large. Pour présider... Donc, une petite règle à partager entre nous, peut-être demander à nos intervenants d'être assez concis, puisque l'idée c'est de vous passer la parole dans la salle pour que vous puissiez aussi partager vos expériences et repartir avec la réponse à vos questions. Donc voilà, je suis désolée de tourner le dos dans cette configuration un peu spéciale, mais veuillez m'en excuser par avance. Et je vais d'ores et déjà passer la parole à nos deux coprésidents, Olivier Peverelli. Je vais lui demander de me rejoindre tous les deux sur scène. Maire du Teil, vous êtes président de l'association des maires de l'Ardèche. Vous connaissez l'éducation artistique et culturelle par beaucoup de casquettes en fait, mais surtout par votre vice-présidence à la culture au département de l'Ardèche. Vous avez beaucoup œuvré et vous étiez aussi membre du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Pour vous, la question des droits culturels est capitale pour une éducation qui valorise la diversité humaine. Qu'est-ce que vous souhaitez nous passer comme message ce matin et peut-être qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif ensemble pour ce forum ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord pour dire à tous mes collègues qui commencent à s'intéresser à l'éducation artistique culturelle en tant que maire, c'est qu'il ne faut pas prendre peur. Derrière ces mots, il y a des actions très simples à mettre en œuvre. C'est déjà de faire l'inventaire des ressources locales sur une commune, et elles sont nombreuses. Une salle des fêtes, c'est une ressource potentielle pour faire de l'éducation artistique et culturelle. Une école, un préau, un gymnase. Donc ça, c'est le premier élément. Pas besoin de construire le grand théâtre qui permettra de pas forcément faire grand-chose d'ailleurs sur l'éducation artistique et culturelle quand on aura mis tous les moyens là-dedans. Donc l'idée, c'est d'utiliser les ressources locales et de mettre en relation les habitants avec la création, c'est-à-dire avec un musicien, avec un écrivain, une écrivaine, avec une artiste, une danseuse, etc. Et tout ça pour que la personne s'approprie ce processus de création, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'on ait l'expérience d'écrire et de se dire, ben oui, je suis capable de le faire. Et donc pour ça, ça demande des artistes, ça demande des médiateurs et des lieux. Et l'idée étant que plus on arrivera à mobiliser les ressources locales, une partie des ressources locales, plus ces actions vont s'installer de manière pérenne donc, dans les villes. Et c'est finalement ça qui compte, c'est-à-dire qu'on amorce des choses pour faire découvrir des vocations, des sensations, c'est de l'intime, enfin c'est tout ce qui fait que l'art et la culture nous permet de vivre ensemble. Et je crois que la rencontre est au cœur d'une politique d'éducation artistique et culturelle, de même que rencontrer l'œuvre, rencontrer l'artiste. Donc tout ne passe pas par les équipements, on en reparlera peut-être. Madame Portelli, laissez-moi vous présenter. Florence Portelli, maire de Taverny, coprésidente de la commission culture de l'AMF. Donc on est au cœur de vos sujets. Et aussi, je tiens à le dire, vous avez une commune qui est labellisée 100% EAC. Donc on en reparlera un petit peu. Mais vous, quelles sont vos attentes de ce forum ? Alors, les attentes de ce forum, c'est que les collègues, mais je sais que c'est majoritairement le cas, aient la foi et se disent que c'est un objectif qui est en réalité non négociable. Alors, je sais que dans ce contexte de congrès très particulier, où on parle beaucoup de nos soucis,
de nos difficultés, notamment sur le plan financier, qui sont réelles, hein, et que je ne nie pas. Je suis mère comme vous, je sais ce que c'est. Mais quand on a une société qui est comme la nôtre, un contrat social qui est rompu, une société de plus en plus clivée, énormément de violence, de moins en moins d'empathie, on ne peut pas transiger sur l'intelligence, l'éducation et la culture. C'est une question de sauvegarde et de survie de notre pays. Et donc à partir de là, il faut qu'on se batte pour refaire contrat social aussi autour de ça. Ce n'est pas une lubie de bobo. Je suis maire d'une ville de banlieue qui est très représentative finalement du pays, avec une zone dans les hauteurs de Taverny qui est plus rurale, une zone en bas qui a des quartiers prioritaires, qui est plus urbaine, une base militaire, une zone d'activité. C'est une petite France, quoi. Bon. On a nos difficultés aussi. On a fait, par exemple, des classes orchestres et théâtre où le conservatoire vient délivrer des vrais cours au CM1, CM2. On offre les instruments de musique, ce qui me coûte très cher, mais c'est un vrai choix. On fait du théâtre, etc. Enfin, je pourrais parler de plein d'autres sujets. Mais tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau social, et malgré, j'y reviens, des cours d'excellence. Pas se dire, je suis en banlieue, je vais faire du hip-hop, même si c'est du hip-hop sûrement très bien, mais en faisant vraiment du très haut niveau, eh bien, il n'y en a pas un qui décroche. Pourquoi ? Parce que, un, ça lui confère de la dignité. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de familles ont l'impression d'être dépourvus de dignité. De deux, ça les oblige à écouter l'autre et à travailler ensemble. De trois, ça leur donne à eux l'impression d'être acteurs et de réussir quelque chose. On a des enfants en échec scolaire qui réussissent quelque chose. Et de quatre, on sait que c'est ce qui développe aujourd'hui le mieux le cerveau et les facultés cognitives, et ça provoque aussi de l'empathie. Je pense Donc sincèrement... Ça se passe dans l'enceinte de l'école, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'école, les professeurs du conservatoire vont à l'école. Pour ça, il faut des pour conservatoires. tous les élèves de la classe. Pour tous les élèves de la classe, et même le prof. Pour ça, il faut des moyens, il faut des conservatoires, et ça ne peut pas passer que par les maires, les moyens doivent passer par l'État. C'est une politique d'État. Mais en tous les cas, sur l'appauvrissement du niveau intellectuel, le manque d'empathie de notre société, on pourra faire tous les débats que vous voulez sur la violence. Ce matin, je débattais sur la violence, par exemple, qui touche les maires. Et pas que les maires, notre société. Évidemment, il faut plus de justice, il faut plus d'autorité, etc. Mais quand on dit ça, on est déjà au bout de la chaîne. Les sources du mal, c'est pour comment ça se fait que des gosses n'aient plus d'empathie, n'aient plus le sens des repères, ne se disent plus que la vie de l'autre vaut autre chose, etc. Et ça passe par l'éducation et la culture, et ça ne se négocie pas. Merci, ça ne se négocie pas, c'est ce qu'on retiendra de vos propos. Madame Portelli, Monsieur Peverelli, je vous propose de rejoindre votre place, mais je vous ferai réagir assez régulièrement tout au long du forum en tant que coprésident et garant aussi peut-être des positions de l'AMF. La première table ronde va nous plonger dans ce monde que je qualifiais de foisonnant, la diversité des acteurs, des équipements, des dispositifs, et pour tout vous dire, parfois un peu abscons parce qu'on n'y comprend pas forcément grand-chose de premier abord. Donc on va essayer de à la fois toucher cette diversité du doigt et d'en tirer quelques enseignements et quelques clés de compréhension. Pour en débattre tous ensemble, laissez-moi vous présenter notre trio ici. Frédérique Charpenel, maire de Souston, dans les Landes. Vous êtes première vice-présidente de Marennes Adour-Côte du Sud. C'est toujours intéressant, je mentionne les deux casquettes, maire et interco, parce que c'est souvent un sujet qui revient dans le débat. Vous êtes une convaincue de la nécessité de se cultiver, parce que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, dans la marmite de la culture. Et pour vous, même les petites communes peuvent mettre en place une EAC. Ici, c'est Bernard Pénaud. Bonjour, Monsieur Pénaud. Vous êtes maire de Thouars, président de la communauté de communes du Thouarsais, donc pareil, dans les Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Nantes et Poitiers. Alors, je le dis géographiquement parce que... ou alors vous dites des fois c'est juste au sud de Saumur, c'est un territoire rural, agricole, industriel. Il y a des vignes, il y a des entreprises familiales, mais il y a un truc qu'il n'y a pas, c'est une philharmonie. Et vous êtes bien bien loin de la Philharmonie de Paris, et c'est là que démarre notre histoire. Et puis enfin Claire Hédon. Bonjour Madame Hédon, vous êtes défenseur des droits. Alors je me permets de faire un tout petit peu la définition de cette institution, parce que je pense malheureusement elle n'est pas assez connue. Et vous avez été nommé en 2020, c'est des mandats de 6 ans à la suite de Jacques Toubon, pour diriger cette institution qu'on appelle le défenseur des droits. Donc vous êtes la défenseur des droits, mais l'institution elle-même s'appelle le défenseur des droits. Environ 250 salariés quand même, quasiment autant de délégués bénévoles dans les territoires. Et parmi vos 5 missions,
Il y en a une qui concerne les droits de l'enfant et la promotion des droits de l'enfant. Vous venez de sortir un rapport qui s'intitule Le droit de l'enfant au loisir, au sport et à la culture. Donc on extriquera en tout cas la culture de ce rapport et vous nous direz un petit peu quels sont les points importants pour vous. Alors je démarre par Frédéric Charpenen. Je disais que vous étiez une mère convaincue, tombée dans la marmite quand vous étiez petite. Je peux dire un peu de choses sur vous, rapidement. Élève de la banlieue d'Orléans, et vous avez eu la chance d'avoir une institutrice qui vous a fait, c'est ce que disait un peu Madame Portelli à l'instant, faire un choc culturel avec tout ce monde de l'art et de la culture et de la musique. Donc redites-nous pourquoi vous êtes convaincus, mais explorons avec vous quel est le cadre aussi, en quoi les mères sont concernées par justement cette compétence. Oui, bonjour à toutes et tous, mais je voudrais d'abord peut-être saluer Madame Portelli. En tant que maire, je ne vis pas la même réalité que Madame Portelli. Je suis maire d'une commune de 8500 habitants dans les Landes, et plutôt rurale et sur la côte, mais j'ai été une élève de Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc qui était un peu plus proche de ce que vous administrez en tant que ville, je pense. Et en effet, on est souvent marqué par son enfance. Et j'étais dans une école avec beaucoup de diversité. Et à partir de 3h30 de l'après-midi, après la récréation, nous avions des activités artistiques et culturelles. Et c'est grâce à ça que j'ai d'abord commencé à l'école de musique de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et en effet, tout ce que vous avez dit, Madame Portelli, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Et ça m'a donné des perspectives. Et je ne serais pas la mère que je suis si je n'avais pas été cet enfant dans cette école où l'éducation artistique et culturelle faisait partie intégrante du projet. Alors je ne sais pas si c'était porté par le maire ou la maire de l'époque. En tout cas, hier, je suis allée sur Internet voir ce que faisait Saint-Jean-de-la-Ruelle en matière culturelle, mais je crois qu'ils sont toujours dans cette mouvance. Alors oui, je crois qu'en tant que maire... Vous étiez comme Monsieur Jourdain, vous en faisiez sans le savoir à l'époque. Alors évidemment, quand j'ai été maire, ou d'abord adjointe à la culture, sans doute que ça m'a marqué, mais dès le départ, et je crois que c'est ce que vous disiez, Monsieur Peverelli, on peut commencer par des petites choses. Et nous, on a commencé, on avait une salle, mais il ne se passait rien dans cette salle. D'abord, avant de commencer, est-ce qu'on peut rappeler le cadre en fait, pourquoi les communes se saisissent de ça en fait? Alors, et dans quel cadre? La culture fait partie des compétences générales, voilà. C'est le premier point. De chaque commune. Donc après, à chaque commune de pouvoir s'emparer avec les moyens qu'elle a de cette politique culturelle. Elle ne se fait pas seule. Et je crois que c'est quand on commence à travailler sur cette politique, s'il y a de la volonté, de la conviction, on voit bien que les portes s'ouvrent. Il y a la communauté de communes, que je vois comme un accélérateur de la mise en œuvre de la politique, puisqu'une communauté de communes peut, et c'est le cas dans celle où j'en suis première vice-présidente, a investi dans des équipements qui nous permettent aujourd'hui d'aller encore plus loin. Dans des équipements pour y mettre un pôle musique dans une ville, un centre d'art chorégraphique dans une autre, et là, en construction, un pôle d'art plastique. On parlera un peu plus tard des liens peut-être interco-communes, mais en tout cas, tout à l'heure, je vous entendais dire c'est un peu de la tapisserie, faire de l'EAC. Jolie métaphore. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous tissez? C'est ce que disait Monsieur Peverelli, c'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose. Et de se dire que la jeunesse, puisque c'est le cœur de cette table ronde, il faut l'intégrer dans tout ce qu'on fait dès qu'on parle culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites venir un artiste, c'est ce que vous disiez concrètement, vous organisez une rencontre avec les enfants. Vous faites de la diffusion culturelle, comme aujourd'hui nous avons à Souston une saison culturelle. Il n'y a pas un artiste, une compagnie qui vient s'il n'est pas capable de faire de la médiation. Donc aujourd'hui, peut-être pas tous sur les 10, mais ça devient l'ancrage même de tout ce que vous faites. Et plus vous proposez,
plus vous amener des personnes qui ont cette appétence. Ça peut être dès qu'on a mis en place la saison culturelle, je me souvenais là tout à l'heure qu'il y a 3 professeurs du collège qui ont dit, mais nous, on va monter un projet culturel avec les jeunes, avec une classe spécifique où ils travaillaient les œuvres, on les faisait rencontrer les artistes et ils venaient. Donc ça veut dire qu'après, on travaillait avec l'espace jeune, la maternelle. Effectivement, Donc, on ne comprend pas toujours d'où viennent les initiatives. On refera le parcours d'un projet tout à l'heure, mais en tout cas, on voit qu'il y a l'éducation nationale, la commune, les structures culturelles, toutes ces catégories d'acteurs qui sont investis dans l'éducation artistique et culturelle. Je passe la parole à Bernard Pénaud, donc maire de Thouars. Pour vous aussi, il y a un écho à une histoire personnelle. J'aime bien remettre un petit peu les gens dans leur trajectoire, c'est toujours intéressant. Et vous avez fait de la musique depuis l'âge de 8 ans grâce à l'association Musique Locale qui avait un trombone à vous prêter. Donc pareil, on retrouve un peu les dispositifs dont on entend parler aujourd'hui. En quoi ça résonne avec le dispositif que vous avez mis en place dans votre commune et qui s'appelle Demos ? Alors, je pense qu'il faut que je vous raconte l'histoire d'Emos plutôt que la mienne, parce que d'abord, vous avez dit qu'on devait être concis, mais en même temps, je ne pense pas à ça tous les jours, mais quand Demos a démarré sur notre territoire, je vais vous en dire un mot, j'y ai repensé. J'ai pensé à... voilà, moi, j'ai une famille de 5 enfants, mes parents n'avaient pas trop d'argent, et on était tous musiciens, même mon grand-père, etc. Je voulais faire de la trompette. Alors quand même, j'en dis un mot. Mais on m'a dit, non, tu ne feras pas de trompette, c'est trop cher. Par contre, l'association de musique, elle a un trombone à piston à te prêter. Et c'est comme ça que j'ai fait du trombone au lieu de la trompette. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a tracassé dans ma vie. J'ai été musicien après, j'ai fait d'autres instruments. Par contre, quand on a démarré Demos, alors effectivement, oui, la Philharmonie de Paris est loin de Thouars, mais l'initiative de la Philharmonie de Paris avec l'opération Demos a été extrêmement impactante dans le cadre de notre éducation artistique culturelle sur notre territoire. Ça s'adosse à un conservatoire intercommunal musique et danse important. Alors, je ne sais pas si on l'aborde maintenant, mais il y a de la complexité derrière tout ça. C'est pas si facile que ça. Donc, on a eu le... Qu'est-ce qui est difficile ? Ce qui est difficile, c'est pour nous les élus, du coup, je suis maire et président de la communauté de communes. Par contre, c'est la communauté de communes qui a pris une part importante de la politique culturelle, avec notamment ce conservatoire comme chef de file, avec la chance d'avoir aussi un directeur très engagé, avec beaucoup de réseaux et très puissant. C'est pas grâce à moi si on a rencontré la Philharmonie de Paris. Par contre, ça a été extraordinaire. Je vous remercie d'avoir l'humilité de le dire. C'est vrai que c'est grâce aussi à votre directeur de la culture. Et je trouve que c'est assez intéressant comme anecdote parce que finalement, c'est fait d'une rencontre... le réseau de votre directeur, mais vous y seriez jamais venu sans lui, sans son réseau. Et c'est un peu la difficulté de l'EAC, c'est qu'il y a tellement de trucs qui existent, tellement de dispositifs, d'initiatives, que parfois, et pas de guichet unique, bien sûr, ça casserait un petit peu l'idée aussi. Du coup, c'est compliqué en fait de repérer cette offre foisonnante et disparate. Alors, depuis que vous avez rencontré la Philharmonie, est-ce que vous êtes vous guettez aussi les autres dispositifs ou vous êtes actif sur ce repérage des dispositifs d'EAC ? Alors, nos services, au travers de François Goutal, notre directeur, sont extrêmement en réseau et vigilants à ce qui se passe. Mais effectivement, Demos a incarné complètement cette éducation culturelle et artistique. Alors, je peux expliquer ce qui s'est passé le premier jour où parce qu'au début, nous, les élus, on a suivi nos techniciens, comme c'est souvent le cas, on est en tandem avec nos techniciens, et on a fait confiance, parce qu'on a confiance dans cet homme-là, et puis on a dit, oui, c'est intéressant, et on avait aussi pas d'impact financier terrible, on a eu la Caisse d'allocation familiale comme partenaire, la Philharmonie en premier lieu, avec quelques mécènes, mais aussi le département, et bien sûr nous-mêmes. Et quand on a fait la première manifestation, vous avez parlé de dons d'instruments. C'est vous qui en avez parlé ? C'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Voilà. Le premier geste qui a été posé avec Demos, ce qui nous avait semblé au départ être quelque chose d'extrêmement étonnant, mais il y a tellement de choses qui m'ont étonné depuis qu'on pourrait l'oublier, c'est qu'on remet à 105 CM2, il y a maintenant 4 ans, ou 5, je ne sais plus, on remet
à 105 CM2 des instruments de musique neufs Pour combien de temps? pour toujours. D'accord. Voilà, et on leur remet des trompettes, des trombones, des violoncelles, des violons, des saxos, voilà, et on va en faire des musiciens. Et on s'adresse à des enfants, on s'appuie sur nos écoles, qui ne seraient pas allés s'inscrire naturellement au conservatoire. On touche d'autres enfants. Et c'est juste merveilleux. Et là, j'ai été touché, non pas par rapport à mon histoire, mais j'ai vu dans les yeux des enfants et des parents et des familles qui étaient là dans cette grande salle des fêtes, quand on a remis à 105 enfants, vous imaginez, ça faisait du monde, tous les gamins, les frères et sœurs et les parents qui étaient là, fiers de cette opération. J'ai vu déjà dans les yeux des enfants des choses étonnantes. Et donc ça, c'est combien d'écoles, par exemple, 105 enfants? C'est une Ça seule école, deux écoles? à peu près, en CM2, si on divise par 20, ça fait 5 classes. 5 classes. Mais Parce que on n'a j'imagine pas tous ça, les c'est aussi CM2. une Non, on n'a pas difficulté. tous les CM2. On choisit ces enfants volontaires. En fait, Donc, il y a des critères. il y a toute une démarche. Alors, Madame Donc, en Portelli, réalité, c'est beaucoup plus. Je Vous sais pas. réagissez et je veux juste savoir si Madame Wagner de la Philharmonie de Paris est dans la salle, qu'elle me fasse signe. Je lui passerai la parole si elle veut. Ok. Elle est là, Clara? Oui, elle est là. Bah justement, je parle sous le contrôle de Clara, mais Wagner. Mais justement, ce qui est chouette avec le projet de la Philharmonie, en réalité, il vient compléter un ensemble. C'est un peu comme dans l'habitat, il faut un parcours de l'habitat, j'allais dire dans le parcours scolaire et dans le parcours musical de l'EAC, ou pas que musical d'ailleurs. Il faut aussi additionner plusieurs réalités. Demos, c'est pour les territoires où on manque, où il y a une vraie fracture parce qu'on manque justement de culture, et aussi dans les quartiers prioritaires. Donc en réalité, souvent aussi, on s'appuie sur des demi-classes. L'objectif étant de mobiliser plusieurs villes pour arriver à faire, pourquoi 105? C'est parce qu'en dessous de 100, on ne peut pas faire un orchestre symphonique. Et quand on joue à la Philharmonie, on a besoin de jouer en orchestre symphonique. Bon, c'est le mieux dans des mots, c'est quand ça s'appuie. Ils ont leurs éducateurs, ils s'appuient aussi sur les éducateurs sociaux quand il y en a des villes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y ait des conservatoires pour prendre le relais. C'est ce que disait Monsieur Pénaud, il faut une structure. C'est pour ça que malgré tout, ça demande beaucoup de moyens aux collectivités territoriales qui financent aussi le dispositif, qui cofinancent avec la Philharmonie de Paris. Nous, à la région Île-de-France, je suis aussi vice-présidente de la région, on a choisi même de payer les instruments de musique aussi pour participer. Enfin, vous avez une idée d'une opération comme ça sur ce périmètre-là enfin, qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre ou en pourcentage ou en tous les cas, au niveau de ce qu'investit la région, c'est 1 million d'euros pour les instruments de musique. Et après, c'est la participation à l'outil pédagogique, etc. Mais c'est surtout un investissement énorme de la Philharmonie de Paris. Après, comme ça vise quand même des quartiers, des endroits en demande et en besoin de culture, il faut aussi penser aux autres. Comme ça, je vous disais, moi, dans ma commune, j'ai du démos, mais j'ai aussi tout le reste. Parce que, par exemple, nous, en banlieue, on n'a pas que des quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'un enfant de milieu qu'on croirait comme ça sur le papier plus favorisé accède à la culture. Alors, tout le reste, c'est quoi? Juste un ou deux exemples? Non, mais tout le reste, c'est de faire, par exemple, pour tous les élèves, en fait, pas uniquement ceux qui sont en quartier prioritaire. On voit bien la maire de la commune 100% EAC qui reprend... J'insiste beaucoup parce qu'en France, on a des politiques d'État en disant ah là, c'est difficile. Là. Mais en réalité, les problèmes éducatifs et d'accès à la culture, c'est général. On a beaucoup de parents qui ne prennent plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les parents, Dieu merci. Et l'importance de la culture, moi je rejoins mes collègues parce que moi-même je suis musicienne et je dis souvent, et même l'accès à la littérature, au cinéma, je pense que ça m'a sauvé la vie. Et j'ai envie de le retransmettre et de redonner cette chance incroyable que j'ai eue. Mais c'est fondamental. Mais pour ça, on a besoin d'une politique d'État. La Philharmonie s'appuie aussi sur une politique d'État, mais on a besoin de quelque chose quand même de plus englobant. Et on aura le représentant de l'État dans la deuxième table ronde, donc je vous propose qu'on l'interroge quand il soit là, quand il sera là. Juste un mot, Madame Wagner, sur l'ampleur du dispositif Demos, mais juste un mot très très court. Oui, bonjour à tous. Donc la Philharmonie de Paris, que vous connaissez tous, un projet musical ambitieux, mais elle a surtout développé un projet de transmission et territoriale très fort, notamment à travers le projet Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, et qui aujourd'hui se développe sur une cinquantaine de territoires. Et depuis l'origine du projet, c'est-à-dire depuis 2010, nous avons créé, en copartenariat avec les collectivités qui se sont impliquées, une centaine d'orchestres. Et en effet, je rappelle, comme le soulignait Florence Portelli, c'est un dispositif
de démocratisation culturelle, d'accès à la culture pour des enfants qui en sont loin pour des raisons culturelles, sociales, économiques ou géographiques. Et c'est des enfants, par ailleurs, qui n'ont jamais fait de musique. Ils sont embarqués pendant 3 ans dans le projet et ensuite poursuivent dans un conservatoire. Ça doit être fort en émotion. Juste une toute petite information, si vous souhaitez avoir d'ailleurs plus d'informations, nous avons quelques brochures ici, mais la Philharmonie a un stand de Paris également au salon dans l'espace culture. Merci beaucoup. D'accord, merci pour ces précisions, Madame Wagner. Et je trouve intéressant, Madame Portely, dans ce que vous dites, que les freins ne sont pas toujours là où on les attend. Ça, c'est intéressant de garder ça en tête. Et ça me permet, je pense, de passer la transition. Je vous fais réagir juste après, Monsieur Peverelli, à Claire Hédon. Donc, Madame le défenseur des droits, vous êtes en plein actu là parce que vous venez de sortir un rapport qui s'inscrit, juste pour donner le contexte, dans la vigilance observée pour respecter la Convention des droits de l'enfant. Et donc, peut-être, j'ai envie de vous poser la question un peu fondamentale. Pourquoi s'intéresser aux droits de l'enfant via la culture ? C'est le commencement de quoi ? Tout à fait. Je vais vous répondre, si vous permettez, je donne une petite précision sur l'institution du défenseur des droits, parce que nos 5 missions concernent en fait les maires. Que ce soit, vous l'avez dit, les droits des enfants, la lutte contre les discriminations. Vous savez aussi que nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité et à ce titre-là des polices municipales. Nous sommes aussi travaillant sur le respect des droits des usagers de services publics, et donc ce sont aussi des choses qui concernent les maires, et la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Autre précision, c'est qu'en fait, nous avons 570 délégués territoriaux et qui sont souvent ceux qui échangent avec les maires. Et vous dire que là, on travaille en médiation et qu'on est un élément justement d'apaisement et de cohésion sociale. Alors pourquoi on s'est emparé de ce sujet de l'accès à la culture et au sport ? En fait, très sincèrement, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, on s'est dit, mais quelle est la réalité de l'accès au sport pour les enfants ? Et quand on s'intéresse au sport, on s'est dit qu'on l'élargissait au loisir et à la culture. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans notre droit. Vous l'avez dit, la Convention internationale des droits de l'enfant qu'on a ratifiée, mais aussi dans notre Constitution. Je n'ai pas besoin de vous développer pourquoi c'est un droit important. Madame la maire, vous l'avez très bien expliqué, du comment ça construit les enfants, justement, d'avoir accès à la culture. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'on observe ? Finalement, c'est un peu un grand écart entre un droit qui est affiché et la réalité de l'accès pour les enfants. Alors, ce qui est formidable là, c'est qu'on a des exemples où, justement, ça marche, je dirais, cet accès à la culture. Et nous, on voit qu'il y a pas mal d'obstacles. Et que vous, d'ailleurs, vous êtes un bon exemple parce que vous avez réussi, vous les maires, à les surmonter, ces obstacles. Et je vois différents obstacles qui sont des obstacles. D'abord, il faut qu'il y ait une offre pour que les enfants y accèdent. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il faut que cette offre, elle soit accessible. Et accessible à différents niveaux. La question, quand même, de la gratuité, on voit comment elle est vraiment véhiculée dans ce que vous dites. La mise à disposition gratuite d'instruments, c'est pas rien. C'est ça aussi qui permet l'accès à la culture. Et inconditionnel. Donc la question de la gratuité est quelque chose d'important. C'est d'ailleurs parce qu'on a fait participer les enfants à ce rapport. C'est la première chose qu'ils nous ont dit. C'est la question du coût. Après ça, c'est l'accessibilité géographique, la question du transport. Et là-dessus, il y a plein de points communs finalement entre les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers défavorisés et les zones rurales sur ces difficultés d'accès. Effectivement, à partir de là, on fait un certain nombre de recommandations. Alors, sur le transport, je voudrais vous entendre tous. Donc, on met ce petit sujet épineux juste pour après, parce que j'aimerais bien avoir vos avis aux uns et aux autres. Je crois que c'est un peu la bête noire et le point noir. Peut-être, Monsieur Peverelli, si vous voulez réagir sur les droits culturels, parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous avez pas mal travaillé dessus, mais des fois, l'acception droit culturel, on ne sait pas bien ce que ça revêt. Oui. Vous voulez peut-être simplement réagir à ce que disait Claire Hédon ? Oui, plusieurs choses brièvement sur la question du transport. En fait, je pense que il faut, du coup, c'est ce que on dit tous, et il faut installer l'action où sont les personnes, en l'occurrence les collèges, les lycées. Et les conservatoires doivent faire du hors-les-murs. C'est ce qui se fait régulièrement. Et je pense que c'est indispensable. Moi, juste un exemple sur une ville où il y a deux collèges, 2 lycées. Le professeur de l'école de musique est mis à disposition. Il vient le mardi de midi de 12 à 14 heures et il est à disposition. Il y a une salle de musique qui est ouverte constamment avec des instruments et les élèves se débrouillent entre eux. S'ils veulent faire
appelle aux profs de musique, ils l'appellent, autrement ils s'organisent, ils jouent. Alors il y en a qui sont déjà musiciens à l'école de musique, au conservatoire, d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, il se crée un peu des émulations comme ça naturelles par fratrie qui s'organisent. On joue un petit morceau et petit à petit, ça monte en puissance. Et au final, on se retrouve avec en fin d'année 4 ou 5 groupes qui ont été encadrés, ceux qui le souhaitaient, et qui produisent des concerts. Donc, et là, il y a l'accès et surtout le professeur. Donc, deux choses qui me viennent en tête. Donc là, vous parlez de l'offre. Hein. Oui. J'ai vécu 3 ans en Nouvelle-Zélande. Je vais vous dire un truc qui va vous faire sauter en l'air. Là-bas, les cours de musique, l'élève sort de la classe qui a lieu pour aller à son cours de musique. Il rate un bout de classe, mais il rate pas son cours de musique. Ouais. Alors ça, c'est aussi des pratiques qui peuvent se passer ailleurs, qui sont plus ou moins étonnantes pour nous, mais en tout cas, ça se passe. Claire Hédon, sur la spécificité, parce que là, on voit qu'on met en place une offre. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'on tient compte de toutes les situations individuelles? Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur en termes d'accès, ce côté... oui, on met une offre, mais est-ce qu'elle convient à tous? Alors, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que les familles avec des hauts revenus, dans ces familles-là, 6 enfants sur 10 sont inscrits dans une association sportive et culturelle, et dans les familles à bas revenus, c'est 2 fois moins. Donc c'est quand même intéressant. Il y a évidemment un obstacle qui est financier, mais pas que, qui est aussi culturel. C'est en fait, est-ce que je m'y autorise? Il y a des enfants qui nous ont dit l'impression de ne pas être à leur place. Et c'est sûr que du coup, là-dessus, l'école et le périscolaire a un rôle absolument essentiel, parce que c'est à partir de là que ça fait découvrir la possibilité d'y avoir accès. Effectivement, ce qu'on observe, c'est des inégalités entre les familles, des inégalités territoriales, des inégalités aussi. Ce qui nous a intéressés dans ce rapport, c'est la suroccupation d'enfants dans certains milieux. On passe en fait d'une sous-occupation à une suroccupation, et on dit de certains enfants que le mercredi, ils ont un agenda de ministre, tellement ils participent à d'activités, et c'est pas non plus très bon pour eux. Oui, sur le rôle de l'école, peut-être une question, Madame Portelli, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas réussi à comprendre. Sur l'EAC, en fait, il y a des taux qui sont moins importants quand on est justement dans des quartiers difficiles. Or, la politique, elle passe par l'école. Donc en fait, on pourrait, par les équipes pédagogiques, donc en fait, ce côté donner accès à tous les enfants, si ça passe par les structures, ça devrait être indépendant finalement des milieux, où on gomme pas tous les freins peut-être. Bon, c'est déjà, comme l'a dit Madame la défenseure des droits, vous remarquerez que même dans les familles dites privilégiées, ce n'est entre guillemets que 6 sur 10. Bon, c'est pas satisfaisant non plus. Après, sur l'école, le problème... Alors, pardon, je vais vous donner un exemple pour moi qui est un mauvais exemple, même si ça partait d'une bonne intention, le plan choral de M. Blanquer. On ne peut pas faire un plan choral avec des gens qui chantent faux et avec un manque de formateurs. Si vous voulez faire de l'EAC, il faut des profs de conservatoire et d'édumistes. Si vous voulez faire... et même si vous le faites à l'école, et il faut le faire à l'école avec le concours de l'éducation nationale, sinon ça ne marche pas. Mais il faut que ça vienne par des intervenants, comme l'ont dit les collègues, extérieurs. Pour ça, il faut des conservatoires. Vous avez souligné le problème des transports. Si on ne peut pas aller vers, il faut qu'ils viennent vers eux. Donc il faut beaucoup plus de conservatoires, je dirais au moins 1 par canton. Si on reprend les anciens cantons. Pour ça, il faudrait que l'État reprenne ce qu'il a abandonné depuis longtemps, le financement des conservatoires. Aujourd'hui, l'État français ne finance plus les conservatoires. C'est essentiel. Et quand je dis conservatoire, c'est évidemment un conservatoire, il ne fait pas que de la musique. Souvent, d'ailleurs, quand il a rayonnement départemental, il fait de la musique, du théâtre et de la danse. Il a au moins 2 disciplines. D'ailleurs, pour un CRD, c'est même obligatoire. Donc, il y a ça. Comment on structure aussi l'offre des conservatoires? Par exemple, un conservatoire à rayonnement départemental ne rayonne pas sur un département. C'est une nomenclature qui ne correspond pas à une réalité géographique. Merci Madame Portelli. Sur le transport, quand même, si vous voulez vous exprimer, et puis Monsieur Pénaud voulait réagir, au-delà de faire venir, tout simplement, des fois quand on ne peut pas faire venir, c'est qui prend en charge aussi simplement un déplacement qui se retrouve à la charge de l'instituteur, alors que ce n'est pas du tout son boulot, et qu'il faut trouver, je ne sais pas moi, 120 € de ticket de métro, quoi. Donc là-dessus, si quelqu'un veut réagir, mais Monsieur Pénaud, vous aviez quelque chose à dire? Alors, sur la question du transport, déjà, il faut planter le décor pour ce qui nous concerne. C'est 36 000 habitants
sur 24 communes, une ville-centre de 14 000 habitants. Donc les systèmes de transport, il n'y en a pas. Et c'est juste impossible parce que les gens ne les prennent pas. Par contre, c'est vraiment le aller vers plutôt que de faire venir à. Mais vous l'avez dit, le conservatoire a un vrai rôle. C'est-à-dire qu'on a un conservatoire qui est important, qui est puissant, qui est bien organisé. On a embarqué dans cette opération Demos le territoire. On a embarqué, le directeur, c'était facile à embarquer, c'est lui qui nous a mis en relation. On a embarqué les profs, tous les profs de musique. On a embarqué des parents bénévoles. Les profs de musique du conservatoire. Du conservatoire. Et alors l'école, moi ce qui m'intéresse c'est les liens Et avec dans l'école. Alors dans l'école, sur la première vague de 3 premières années, on a embarqué des employés communaux, donc les communes sur des ATSEM ou des employés de communes qui étaient là pour encadrer les enfants sur les sorties, parce que c'est pas toujours facile, 105 enfants, il faut s'en occuper, il faut gérer un peu l'énergie. Mais on a embarqué aussi des institutrices et des instituteurs dans l'opération, et on a embarqué aussi des parents. Mais tout ça, c'est tout un système, parce que le système a permis aussi, j'oublie le principal, le chef d'orchestre, Victor Jacob, un chef d'orchestre internationalement connu. On s'adresse à des enfants qui n'ont jamais eu un instrument en main, et on les met en face d'un chef. Mais on a fait de la magie, ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, l'émotion qui était la mienne de voir quand on donnait les instruments, mais quand 2 mois plus tard, à Saint-Varan, dans un ancien chef-lieu de canton, dans une grande salle de sport, on réunissait l'ensemble des enfants et des parents. Il y avait plus de monde qu'ici pour écouter les enfants, et les 100 enfants nous faisaient leur première démonstration. Bien sûr, ils ne faisaient pas de la trompette, du violon parfaitement, ils ne faisaient peut-être même pas du tout au départ, de la voix, des sons, on tapait dans les mains, et puisque c'était piloté par des professionnels, c'était juste merveilleux. On se disait, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça en 1 mois et demi. Et ils commençaient à faire quelques sons avec les instruments. Et quand on les voit après, malheureusement, nous les élus, on était tous bloqués dans nos bureaux d'élection, parce que c'était le jour des élections régionales et cantonales, un 21 juin, si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans maintenant. Et donc, on n'a pas pu y aller, mais à la Philharmonie de Paris, il y a un concert national avec l'ensemble alors, Clara Wagner en parlerait mieux que moi, mais l'ensemble des orchestres de France. Et là, les parents qui étaient là, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils sont revenus, mais ils ont pleuré. Et ils ont eu des frissons. C'est tous les, enfin c'est un gros mot que je vais utiliser, mais c'est tous les co-bénéfices de ces actions-là qui finalement ont des effets ricochés bien au-delà de la personne concernée, en l'occurrence l'enfant. Peut-être sur le rôle des associations locales, si on réélargit un petit peu et qu'on sort peut-être du champ musical, c'est très bien la musique, mais il y a aussi d'autres choses en EAC. Frédéric Charpenel, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je ne voudrais pas qu'on oublie le milieu associatif qui fait énormément de choses à nos côtés. Et je pense que même ils ont fait des choses avant nous, en milieu rural, plus particulièrement, puisque c'est souvent des associations qui ont porté le club de dessin, le club de peinture. Ce sont des associations qui, au départ, ont créé des bandas, où on a toujours nos harmonies. Donc je crois qu'il faut aussi qu'en tant qu'élu, on sache aller travailler avec ce tissu qui est là, qui fait un travail formidable avec beaucoup de bénévoles sur le territoire et qui n'est pas du tout reconnu. Alors nous, les communes, on n'est pas du tout reconnus. On m'a demandé, je crois, France Bleu m'a interviewé, m'a dit, est-ce que vous êtes aidé par l'État ? J'ai rigolé. J'ai dit oui, ils m'ont aidé pour créer la médiathèque. Je ne peux pas le nier, mais on est en dehors des radars. C'est-à-dire qu'on est, quand on est dans une commune de 8500 habitants, ou peut-être que là on a des maires de communes qui sont de 500 habitants, 300 habitants, on fait des choses, mais on est... C'est combien le financement de l'État sur une médiathèque comme la vôtre ? Ça a été financé, je ne sais plus, sur pas sur le fonctionnement, sur l'investissement, l'investissement. Sur l'infrastructure elle-même. Je crois mais bon, que ça a été 20%, 30%, ce qui était très important. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas qu'on oublie ça. Et alors, en milieu rural, le transport, non seulement on est loin de l'offre, mais quand on a quelque chose, en effet, le conservatoire, nous, dans les Landes, il est départemental, mais les professeurs, ils ont des voitures de fonction et ils font tout le département. Donc, et sans ça, on n'arrive pas à créer
à créer. Merci Madame Charpenel. Claire Hédon va réagir, mais juste avant, je regarde qui aura des questions dans la salle pour qu'on puisse vous passer la parole. Manifestez-vous, on va vous amener un micro. Il y en a Juste une ici. très court. Une autre Madame la maire, vous avez tout à fait raison sur le rôle des associations et le rôle des associations en termes de cohésion sociale. Et dans nos recommandations dans ce rapport, c'est la question du financement de ces associations et associations d'éducation populaire, où là, l'État a un vrai rôle à jouer parce que c'est un élément indispensable de cohésion sociale et je vous rejoins tout à fait. Alors, première question, monsieur, allez-y. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais je suis ravi témoignage. d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Moi, je représente justement une association qui s'appelle Bonne Note, et nous travaillons en étroite collaboration avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, le président Stanislas Dehaene, sur un projet pour étudier l'impact de la musique, de l'apprentissage d'un instrument de musique, y compris le solfège, sur l'accélération de l'apprentissage scolaire des enfants en CP et en CE1. Donc on a ce projet, on a fait ça sur plusieurs écoles au Kremlin-Bicêtre, sur le temps périscolaire, après l'école, et l'objectif pour nous, c'est d'évaluer ça et de pouvoir finalement avoir des résultats pour pouvoir justement présenter à toutes les autres associations pour vraiment montrer jusqu'à quel point et comment ça peut affecter les petits-enfants qui ont des difficultés à apprendre à lire, à apprendre les mathématiques, et jusqu'à quel point l'apprentissage d'un instrument de musique peut affecter ça. Vous vous situez au niveau cognitif, là, on est d'accord, hein? Cognitif et bien-être et motivationnel et tout le reste aussi. Mais une D'accord. capacité, ça veut dire que l'enfant d'un seul coup s'aperçoit qu'il a des capacités et Exactement. du coup il reprend confiance en lui. Ouais. Et oui, il y a un impact sur la réussite scolaire, il n'y a pas de doute sur l'accès à la culture. Énorme, énorme. Et donc, on travaille en ce moment à Aubervilliers, et l'objectif, c'est d'avoir 1000 enfants l'année prochaine pour notre projet. Et donc, s'il y a des mères qui sont intéressées par le projet, on sera ravis de parler avec vous. L'association Bonne Note, l'appel est lancé, merci. Et la preuve de concept, s'il y a encore besoin de la faire, en tout cas, on peut la faire avec vous. Une question ici, excuse-moi, l'autre, elle est là-bas. Allez-y. Merci. Donc je suis maire d'une petite commune de 1300 habitants dans les Côtes-d'Armor. Vous avez beaucoup parlé de la musique. Alors, ma commune fait partie d'une EPCI dans laquelle il y a un conservatoire communautaire. Donc il y a en effet une offre auprès du public scolaire primaire et primaire seulement. On a aussi l'avantage dans les Côtes-d'Armor d'avoir l'INSEAC, donc l'Institut national supérieur de l'EAC à Guingamp. Donc on a un vivier assez important. Mais là, j'oriente plus ma question vers Madame Hédon ou Madame Charpenel. Je suis enseignant, donc j'utilise beaucoup le Pass Culture. Enfin voilà, c'est une structure qui fonctionne bien, etc. Mais on est dans le secondaire. À quand le Pass Culture dans l'enseignement primaire? Voilà, parce qu'il y a un moment donné, il y a une inéquité entre nos jeunes. Un gamin qui est en CM, voire même en grande section, n'a pas accès à ce Pass Culture. Et voilà. Donc, Même en collectif, même en collectif. Bah Oui, non, non, il ça n'existe existe pas pas. en fait. Ok. Réponse. Absolument. Réponse, puis après je vous passe le micro. Vous avez tout à fait raison. Ça fait partie de nos recommandations sur l'élargissement, sur le fait qu'il n'est pas non plus toujours mobilisé ce Pass Culture par les jeunes les plus en difficulté, les plus éloignés de la culture. La partie effectivement plus globale non plus du Pass Culture. Et je pense d'ailleurs aussi aux fonds sociaux qui ne sont pas suffisamment utilisés dans les écoles, collèges, lycées, qui sont aussi un des moyens d'accéder à la culture. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a à la fois l'élargir et être sûr que tout le monde en bénéficie, dont ceux qui, entre guillemets, en auraient le plus besoin. Et l'opérateur du Pass Culture, c'est l'État, oui. Bon, alors, Monsieur Munin, vous aurez beaucoup de questions pour la seconde table ronde. On vous soutient déjà d'avance, mais très court. Et puis ensuite, on prend le maximum de questions. Je crois que c'est vraiment un sujet très important, ce Pass Culture. Je crois qu'il y a eu des choses qui ont beaucoup évolué de manière favorable. Le fait qu'il y ait aussi le Pass Culture collectif. Moi, ce que je souhaiterais, puisque aussi, je crois que vous êtes représentant de l'État, c'est ça, vous dire qu'il faut nous donner aussi, en tant que maire, la possibilité non seulement de mettre nos offres sur le Pass Culture, quand on a une saison culturelle, mais qu'on puisse être acteur de ce Pass Culture collectif, parce qu'on a des espaces jeunes, et si on veut pouvoir monter des projets avec nos jeunes, et c'est très compliqué de les avoir aux collégiens et après au lycée,
et encore mieux sur la culture. Mais nous, on a fait travailler là un graffeur avec nos jeunes. Mais moi, je crois que si on avait pu aller encore plus loin, parce qu'on aurait eu la capacité d'actionner comme les collèges l'ont, et c'est très bien, et les lycées, le pass culture, on pourra aller encore plus loin. Donc c'est une demande que je vous fais. Et en effet, aujourd'hui, l'État a mis en place le passeport, je crois, le passeport pour les petits, ceux qui sont, qui sont dans un club de sport avec une licence. Et moi, j'ai des parents qui me disent, ils sont très petits, pas forcément du tennis à 3-4 ans, mais pourquoi il n'y a pas un pass culture où je puisse aller leur acheter un livre? Voilà aussi la demande qu'on a. Pass culture, passeport. Moi, je crois qu'on fait la suite d'un forum sport. Si on pouvait réunir à un moment ces deux ministères, ça serait pas mal. Alors, l'appel est entendu et je rappelle le taux de consommation des crédits, vous en parliez, Madame Edon, 93% des jeunes de 15 à 19 ans pour le pass culture. Une question, Madame, là-bas? Bonjour, je me présente. Je suis Madame Boucher-Suzel, je suis première adjointe de Saint-Paul de l'île de la Réunion. Et il s'agit d'une commune de 105 000 habitants qui va du bâton de l'âme au sommet des montagnes. Donc géographiquement, avec un territoire qui s'étale sur évidemment des niveaux d'altitude qui nous sont géographiquement assez difficiles d'accès. Donc je reviens sur ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Et je trouve que, bien entendu, on a parlé de Demos. On a une seule ville à La Réunion qui a réussi à mettre en place Demos, c'est la ville de Saint-Denis, la capitale. Nous avons bien tenté de le faire sur Saint-Paul, mais ça n'a pas été malheureusement suivi des faits. Ceci dit, nous, sur cette ville de Saint-Paul, nous avons une priorité, je dirais, c'est véritablement l'accès à la culture pour tous et l'accès à la proximité. C'est-à-dire que aller vers et amener vers, c'est vraiment notre credo. Alors comment vous vous y prenez? Alors, vraiment très court. Oui, je vais essayer. Alors, nous avons créé quand même une école municipale de musique dans laquelle, comme je l'ai entendu tout à l'heure, les instruments de musique sont effectivement offerts, ils sont gratuits, donc offerts aux élèves. Et nous avons 300 élèves qui bénéficient de cette école de musique, qui est en fait une école de pratique instrumentale, qui est une sorte de passerelle vers le CRR. Et nous avons la chance d'avoir un CRR, un conservatoire régional sur le territoire. Donc, il s'avère que ces jeunes, dans nos ateliers de pratique instrumentale, lorsqu'ils terminent leur cycle chez nous, ils entrent à 6 ans et ils finissent à 10 ou 12 ans. Et ils arrivent quelquefois à entrer dans le deuxième cycle. Et ça veut dire que les ateliers ce sont des enseignants qui ont tous le DE, c'est-à-dire que ce sont des enseignants qui sont qualifiés. Diplômés d'État. Et voilà, qui sont diplômés d'État. Et ensuite, ce que nous faisons surtout, puisqu'il s'agit d'une terre de festivals Saint-Paul, nous avons 12 festivals qui se déroulent sur notre territoire. Et chaque fois qu'il y a un festival qui vient effectivement du national ou de l'international, nous faisons en sorte qu'il y ait des rencontres avec les écoles et avec les milieux empêchés. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais c'est vrai que les écoles, c'est notre priorité. C'est-à-dire que les artistes, lorsqu'ils arrivent à La Réunion, ils arrivent chez nous, eh bien, ils ont obligatoirement, ou ils acceptent en tout cas assez facilement, d'avoir des ateliers. C'est la porte d'entrée de l'éducation. Des ateliers d'écriture, que ce soit des ateliers de pratique. Okay. En tout cas, les artistes internationaux viennent également dans nos écoles et ce sont des rencontres fabuleuses qui se produisent et cela donne, en tout cas, j'ai entendu monsieur tout à l'heure parler des associations. Nous avons, nous aussi, des associations extrêmement actives sur notre territoire et qui donc offrent aussi, pratique une offre culturelle. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez et je vous reprends le micro, est-ce que vous avez pensé au 100% EAC? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, vous, est-ce que ça vous intéresse ou pas d'être labellisé 100% Bien sûr EAC? Que ça nous intéresse. Bien sûr que ça nous intéresse, sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais nous y réfléchissons. Nous sommes à 3 années maintenant de mandat. Il nous reste 3 années encore, et peut-être que je mettrai cela à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Merci beaucoup, Madame le maire. Une très court, Madame, s'il vous plaît, une question. J'en prends encore 2 et ensuite on passe à l'autre table ronde. Gardez vos questions pour la prochaine table ronde, s'il vous plaît. Allez-y, Madame. Plutôt qu'une question, bonjour, Christine Trochu. Moi, je suis adjointe à la culture sur la commune d'Orgères.
au sud de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine. Et vous avez listé effectivement les différentes, les arcs de la culture. La culture est et plurielle. Par contre, il y a un sujet qui pourtant est protégé par le droit et que je ne vois pas souvent développé. Et je profite du coup de cette table ronde-là pour parler des langues et des enseignements de la culture régionale. Que ce soit à La Réunion ou ailleurs, dans toutes nos régions de France, effectivement, il y a cette possibilité-là. Et je pense qu'on ne met pas trop l'impact sur cette partie de notre histoire et de notre patrimoine culturel. Merci, Donc très je voulais bonne juste question. faire une Les intervention langues à ce sujet. régionales, N'oubliez pas les langues régionales. Voilà, auprès des l'identité jeunes. culturelle Merci. fait-elle partie de la culture? Qui veut répondre, Monsieur Peverelli? Merci, oui, je veux bien. Je pense que ça peut faire référence au droit culturel. Alors, le droit culturel, ce n'est pas le droit à la culture, c'est le droit à sa propre histoire, à sa propre culture, d'où on vient, ce en croit, nos croyances, nos histoires, et pour que l'individu puisse faire un pas de plus, il faut d'abord qu'il soit reconnu dans son histoire. Et donc, et que ceux qui aient ce besoin de reconnaissance à travers leur langue d'origine, ils puissent l'avoir parce que c'est une manière d'aller vers les autres. Je pense que c'est une étape essentielle dans la construction d'une société. C'est intéressant, c'est les droits culturels en tant que possibilité d'exprimer son identité. Monsieur, témoignage très très court s'il vous plaît, et ensuite... Très très court, hein. Alors je vais essayer, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je suis conseiller municipal à la ville de Cayenne, en Guyane française, et je vous avouerai que le dispositif des MOS, je ne le connaissais pas. Et je suis également professeur des écoles. Et la musique est un sujet qui me passionne, puisque je suis moi-même musicien. Je suis coordonnateur de réseau pour l'éducation prioritaire renforcée et nous essayons de mettre la musique, comme l'a dit madame, dans les quartiers prioritaires de la ville avec ce qu'on appelle les classes CHAM, puisque pas au courant des dispositifs DEMOS. Là aussi, on demande des financements pour ces classes CHAM, le transport des élèves vers les écoles de musique ou vers les associations qui permettraient aux enfants de participer à ces classes CHAM. Voilà, c'est plein de questionnements, plein de savoir comment on pourrait financer ces classes CHAM. Ensuite, répondre aux collègues qui demandaient quels étaient les bienfaits de la musique sur l'apprentissage. Alors, lors de mon mémoire, mes recherches m'ont permis de savoir que effectivement les scientifiques sont formels en disant que la musique a des bienfaits sur l'apprentissage. Le cerveau est avant tout musical, hein, dès le ventre de la maman, ils reçoivent le rythme, les consonances, les dissonances, et cette conception de la musique leur permettra d'avoir une certaine sensibilité au langage, donc dès la maternelle. C'est pourquoi nos classes CHAM, on les commence dès le CP. Voilà, donc c'est juste avoir des informations concernant le financement de ces classes CHAM. Justement, j'aimerais bien que l'État puisse s'exprimer. Je vois que le sujet vous passionne et c'est super. Je vous propose de passer à la deuxième table ronde. Je n'oublie pas les questions qui sont en latence. Merci à tous les trois. Non, je suis désolée, on avance, mais je vous redonne la parole après.